Les vols internationaux ont repris en Afrique du Sud. Le pays a rouvert ses frontières aériennes 6 mois après. La pandémie du coronavirus en était à l'origine, moment de liesse dans les aéroports. Au Rwanda, le renvoi du financier présumé du génocide de 1994 devant la justice internationale est bien accueilli par les défenseurs des droits humains. À suivre la réaction de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Et puis en République démocratique du Congo, fin de censure d'une chanson d'un chanteur populaire local. Son texte dénonce l'insalubrité dans l'un des plus grands hôpitaux publics de Kinshasa, la capitale congolaise. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Des passagers en provenance de Dubaï sont arrivés à l'aéroport du Cap, les frontières sud-africaines étant désormais rouvertes après une fermeture de plus de 6 mois pour limiter la propagation du coronavirus. On voit tout cela dans ces images. Les premiers vols internationaux ont atterri en Afrique du Sud jeudi matin, marquant la réouverture officielle des frontières du pays après plus de 6 mois de fermeture pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Premier pays industrialisé du continent, l'Afrique du Sud a fermé ses frontières le 27 mars, début d'un confinement strict pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les restrictions ont été progressivement assouplies depuis mai, mais les frontières internationales étaient jusqu'alors restées fermées. L'interdiction de voyager a porté un coup dur au tourisme qui emploie environ 1,5 million de personnes et contribue à plus de 8,5% du PIB selon le Conseil des entreprises de tourisme sud-africaines. Plus de 600 000 emplois directs ont ainsi été supprimés. Le secteur espère que la reprise des vols internationaux relancera le tourisme à l'approche de la haute saison en décembre en Afrique australe. Mais les touristes potentiels en provenance d'une cinquantaine de pays avec encore des niveaux d'infection élevés restent interdits d'entrer sur le territoire pour le moment. Cela inclut les principales sources de visiteurs étrangers en Afrique du Sud, telles que la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis. La liste des pays faisant l'objet de restrictions sera révisée toutes les 2 semaines. Les visiteurs des pays ne figurant pas sur cette liste sont quant à eux tenus de présenter un test négatif au Covid-19 réalisé moins de 72 heures avant le départ. Leur température sera contrôlée à l'arrivée et ils devront installer une application de traçage sur leur téléphone mobile. Les voyageurs de toute l'Afrique sont autorisés à se rendre en Afrique du Sud avec les papiers de rigueur et selon les mêmes protocoles sanitaires, tests PCR et contrôle de température à l'arrivée. L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par l'épidémie de Covid-19 avec 6 667 morts pour un total de 672 572 cas recensés. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a signé ce mercredi, lors de la première visite sur le continent africain, un accord de coopération militaire sur 10 années avec la Tunisie. Il a donc salué un rapprochement pour faire face à la dégradation de la sécurité en Libye. Le rôle des États-Unis auprès de l'armée tunisienne s'est développé ces dernières années, notamment dans les domaines de la formation et de l'équipement pour la lutte antiterroriste, mais aussi dans le renforcement de la sécurité à la frontière avec la Libye voisine. Aujourd'hui, nos concurrents stratégiques, la Chine et la Russie, continuent d'intimider et de contraindre leurs voisins tout en étendant leur influence autoritaire dans le monde entier, y compris sur ce continent. Dans le même temps, les extrémistes violents continuent à représenter une menace non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour notre patrie. Le partenariat durable des États-Unis avec des pays aux vues similaires, y compris ici en Afrique du Nord, est essentiel pour relever ces défis. En tant que partenaire mondial de choix, les États-Unis continueront d'approfondir nos alliances et partenariats à travers le continent, y compris avec la Tunisie, où votre gouvernement démocratique et votre souveraineté ont rendu possible une grande partie de notre travail dans la région. Nous nous réjouissons d'approfondir cette relation afin d'aider la Tunisie à protéger ses ports maritimes et ses frontières terrestres, à faire reculer le terrorisme et à éloigner de votre pays les tentatives néfastes des régimes autocratiques étrangers. Tout cela en construisant des liens plus étroits dans l'esprit et le service de ceux qui nous ont précédés sur cette voie.
La Tunisie, considérée depuis 2015 par Washington comme un allié majeur dans la région, a été un appui discret mais crucial dans le dossier libyen. L'accord signé mercredi, une feuille de route dont le contenu n'a pas été détaillé, court sur 10 ans afin d'établir une relation longue permettant d'assurer la formation et l'après-vente en cas de cession d'armements sophistiqués, indique-t-on dans l'entourage de Esper. Face aux craintes de la population tunisienne, les autorités ont maintes fois démenti la présence de bases américaines en Tunisie. Le ministre américain achèvera sa tournée vendredi à Rabat, autre allié majeur dans la région. Au Rwanda, le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide réagit après que la Cour de cassation a donc définitivement validé la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé donc d'être le financier présumé du génocide de Rwanda et arrêté donc en mai dernier à Paris. On l'écoute. La décision de la Cour de cassation française de rendre Félicien Kabuga à la justice internationale est bien accueillie des organisations de soutien aux victimes du génocide. Elles sont encore plus heureuses de savoir que c'est à Arusha, en Tanzanie, que le présumé financier du génocide rwandais sera jugé. C'est d'ailleurs normal pour le secrétaire exécutif de la Commission nationale rwandaise pour la lutte contre le génocide. Kabuga était recherché par le tribunal pénal international pour Rwanda, qui avait émis un mandat d'arrêt contre lui, déjà depuis plus de 20 ans. Donc il est tout à fait normal que ce soit cette juridiction qui dispose de la primauté de juger le suspect. Cette décision correspond même à notre souhait, parce que depuis le début de cette affaire, lorsque Félicien Kabuga a été arrêté, la Commission nationale de lutte contre le génocide avait déjà demandé qu'il soit transféré au mécanisme résiduel qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda pour qu'il soit jugé. Le procès de Félicien Kabuga est d'intérêt pour la communauté internationale. Au Rwanda, il est historique et nécessitera la participation des témoins. Pour eux, la Tanzanie pourrait être comme la porte d'à côté. Le fait de transférer Kabuga à Arusha permettra de rendre une justice de proximité. Parce que Arusha se trouve en Tanzanie, un pays frontalier du Rwanda, le procès va être mieux suivi que s'il se déroulait sur un territoire beaucoup plus éloigné. Et Arusha permettra que les témoins puissent s'y rendre assez facilement. Recherché depuis une vingtaine d'années, Félicien Kabuga a été arrêté en banlieue parisienne le 16 mai dernier. Âgé de 87 ans aujourd'hui, il devra répondre de son implication dans le génocide rwandais qui, selon l'Organisation des Nations Unies, a fait 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, en 1994. En République démocratique du Congo, les autorités ont levé l'interdiction d'une chanson du chanteur populaire local, le Kamapar, sur l'insalubrité d'un des plus grands hôpitaux publics de Kinshasa, la capitale. Le clip vidéo de l'artiste Le Karmapa d'une dizaine de minutes dénonce le manque d'infrastructures et d'équipements dans les hôpitaux de la RDC. Le titre Mama Yemo, du nom de cet établissement public construit avant l'indépendance en 1960, commence par le dialogue d'un médecin avec la famille d'un patient sous respirateur. Sans argent, votre frère va mourir. Ah docteur, que faites-vous du serment d'Hippocrate? L'artiste pointe du doigt également la corruption et le mauvais traitement subis par les patients. La direction de l'hôpital Mama Yemo s'est plaint de mauvaise publicité qui ternit l'image de l'établissement auprès de la Commission nationale des chansons et du spectacle qui a interdit la diffusion du clip. Les autorités sont revenues sur leur décision et ont levé l'interdiction. Dans ma chanson, j'ai demandé aux dirigeants de donner des moyens aux professionnels de santé pour qu'eux, à leur tour, puissent donner des soins de qualité à la population. C'est vrai que j'ai fustigé aussi les médecins parce qu'il y a certaines pratiques qui, moi, j'ai trouvé inacceptables, que j'ai dénoncées dans cette chanson. Il a été plutôt surpris de recevoir la notification de l'interdiction. Il a produit ses moyens de défense. La commission a estimé qu'il était bon de pouvoir lever la mesure. À ce jour, il a été autorisé de rendre publique son œuvre
à la télé, à la radio, tout le monde peut la jouer. Le clip a été vu mardi plus de 60 000 fois en 5 jours sur YouTube, malgré sa censure par les autorités de la République démocratique du Congo. Avec le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, des Congolais ont réclamé justice ce jeudi pour les tueries et les viols perpétrés depuis près de 30 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, à l'occasion notamment du 10e anniversaire du rapport choc resté lettre morte. Des manifestations étaient prévues dans quelques villes congolaises, dont Bukavu, le fief du docteur Mukwege, pour les 10 ans de cette enquête des Nations Unies sur les violations les plus graves des droits de l'homme en RDC, ex-Zaïre, entre 1993 et 2003. Le rapport proposait entre autres l'instauration d'un tribunal international pénal pour la République démocratique du Congo, rappelle le docteur Mukwege dans une tribune publiée par le journal français Le Monde datée de jeudi. Nous déplorons qu'aucune initiative ne soit concrétisée à ce jour pour appliquer ces recommandations, ajoute-t-il dans cette tribune co-signée avec l'ancienne procureure générale du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, Louise Arbour. La justice est indispensable pour briser le cycle des violences et de l'instabilité, avance le gynécologue congolais. Plus de 1300 personnes ont encore été tuées au cours du premier semestre 2020 dans les 3 provinces de l'Est, Ituri, Nord et Sud Kivu, rappelle-t-il, en citant les Nations Unies. Le docteur Mukwege regrette que d'anciens miliciens aient été intégrés dans les forces régulières au fil des programmes de démobilisation des groupes armés. Le débat est d'une actualité brûlante. Le président Félix Tshisekedi tend la main aux groupes armés congolais, toujours actifs dans les 3 provinces de l'Est. Certains ont répondu à son appel, moyennant un cahier des charges qui demande souvent l'amnistie et l'intégration de leurs combattants dans l'armée régulière. On ne peut pas continuer à récompenser les tueurs. Il ne faut pas récompenser le crime, il faut qu'il y ait une forme de justice, estime la représentante des Nations Unies en RDC, l'Algérienne Leila Zerougui. Enfoui depuis 10 ans dans les tiroirs, le rapport des Nations Unies est devenu l'arme de guerre du gynécologue Denis Mukwege dans son combat contre l'impunité dans son pays. En France, à l'Élysée, Emmanuel Macron et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta ont présidé une cérémonie de signature de 3 accords d'infrastructure attribués notamment à des groupes français. Uhuru Kenyatta, le président kenyan, est en visite en France dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les 2 pays. Il a présidé à la signature avec son homologue français de 3 contrats d'infrastructure d'une valeur de 2,15 milliards d'euros selon l'Élysée. Il s'agit d'une concession sur 30 ans permettant la construction de l'autoroute Nairobi-Nakuru-Mo-Summit, longue de 187 km par le consortium Meridiam Vinci Construction Vinci Concession, le plus important partenariat public-privé en Afrique de l'Est, ajoute l'Élysée. Le deuxième contrat porte sur le financement de la prolongation de la ligne 4 du métro de Nairobi qui doit relier l'aéroport au centre. Il est développé par un groupement des entreprises françaises Transdev, Aegis Vinci, Alstom, Thales et Stoa et mobilise un prêt de trésor de 128 millions d'euros. Enfin, le dernier contrat vise à financer le raccordement de la centrale géothermique de Menengai dans le nord-ouest du Kenya au réseau de distribution électrique nationale. L'infrastructure sera réalisée par General Electric France, Alstom et Larsen & Toubro Limited avec un prêt du Trésor de 62,5 millions d'euros. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.